Donc, bonjour tout le monde. On va commencer aujourd'hui les cours en formation à distance. Alors, on va commencer avec le chapitre sur l'extraction d'ADN et l'extraction d'ARN. Avant de plonger là-dedans, je vais vous montrer un petit peu comment on va fonctionner là, pour la formation à distance. Donc, je vais essayer de rendre ça le plus interactif possible, le plus pertinent possible, le plus clair possible. Donc, dans l'EA, vous avez la formation à distance, là, le nouvel échéancier qui est proposé par moi et David. Ce qu'on va essayer dans la théorie, c'est ce qu'on a déjà fait ensemble. Et puis pour la formation à distance, je vais fonctionner avec des modules. Donc, on va avoir plusieurs modules comme ça qui suivent l'ordre. Là. Dans le fond, un cours, ça va être un module. Une semaine, en fait, ça va être un module. Donc, dans lequel il y a tous les exercices, les notes de cours. Et puis, là, je vais le rajouter juste après l'avoir fait. Les vidéos aussi qui vont accompagner les notes, un petit peu comme si on était en classe. Donc, vous pouvez retrouver les trucs là. Pour faciliter les choses, toutes les notes, tous les exercices, toutes les vidéos sur un module vont être regroupées ensemble là, dans ces modules-là. Donc, voilà pour ça. Alors, on va commencer avec ceci. Avant de plonger dans l'extraction d'ADN et l'extraction d'ARN, je vous propose un petit exercice juste pour organiser la pensée. Donc, c'est un exercice que j'ai déposé sur Léa. Vous allez pouvoir le trouver juste ici, l'exercice sur les étapes d'extraction d'ADN et d'ARN. Alors, si on va voir l'exercice, c'est des étiquettes comme ça avec en gras les grandes étapes de l'extraction d'ADN et d'ARN. Et puis, ce qui est écrit un petit peu plus petit, pas en gras, ce sont les techniques qui sont utilisées dans une de ces étapes-là. Alors, vous pouvez le faire numérique tout simplement là, en cliquant sur les étiquettes pour les déplacer, pour les remettre dans l'ordre, tout simplement. Donc, je vous laisse faire ça. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite là, à faire cet exercice-là. Donc, vous pouvez mettre sur pause la vidéo, prendre le temps d'aller faire l'exercice, le corriger, il est sur Léa également. Donc, on a le corrigé qui est juste en dessous. Là. Dans le fond, c'est les étapes avec leur ordre. Donc, vous pouvez vous auto-corriger. Alors, lorsque vous aurez terminé ce petit exercice-là, on va pouvoir poursuivre avec le cours. Donc, je vous montre le corrigé sur Léa. Donc, vous avez les exercices ici, le PowerPoint que vous pouvez télécharger. Et puis, juste ici, vous avez le corrigé. Donc, une fois que vous avez terminé l'exercice, on va les regarder ensemble, les différentes étapes. Avant de plonger dans les étapes, j'aimerais ça qu'on prenne le temps juste de regarder ensemble pourquoi est-ce qu'on fait des extractions d'ADN, d'ARN, à quoi ça sert en analyse biomédicale, et puis à partir de quoi on les fait. Donc, les extractions d'ADN, d'ARN, vous en avez déjà fait un petit peu au laboratoire. Vous allez voir les protocoles pour faire d'autres types d'extraction d'ADN et d'ARN aussi. Grosso modo, lorsqu'on veut extraire l'ADN comme tel, il va y avoir deux grandes raisons en diagnostic. Alors, chez l'humain, je vous invite premièrement à essayer de répondre à ces questions-là. Pourquoi est-ce qu'on extrait l'ADN? Quel genre de test on peut faire chez l'humain? Quel genre de test on peut faire quand on veut extraire l'ADN des virus ou des bactéries? Donc, essayez de répondre à ces questions-là. Même chose pour la diapo suivante. Pourquoi est-ce qu'on voudrait extraire l'ARN? À quoi ça peut servir, ça, d'extraire l'ARN chez l'humain ou chez les virus? Donc, en diagnostic, on ne le fera pas avec les bactéries, mais avec les virus. Donc, vous pouvez prendre quelques temps pour émettre des hypothèses, essayer un petit peu de trouver à quoi peuvent bien servir ces techniques-là. Et puis, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, essayer de remplir ça, puis ensuite, on revient ensemble pour regarder qu'est-ce qu'il y en a. OK, donc, pourquoi est-ce qu'on extrait l'ADN chez l'humain? Grosso modo, on va extraire l'ADN chez l'humain pour faire une investigation de type
génotypage. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est de savoir quel est le génotype d'un humain. Par exemple, est-ce qu'on est porteur de mutations? Okay, donc, des mutations, ça peut être différents types de mutations qui sont associées à des maladies. Okay, donc, on va rechercher ça. On peut aussi, en extrayant l'ADN, aller chercher des informations sur des mutations qui sont toutes petites. Donc, ça pourrait être des mutations ponctuelles, comme on a vu. Donc, simplement, là, dans un gène, un seul acide nucléique qui est changé, un seul nucléotide qui est changé pour un autre. Donc, ce qu'on appelle des petites mutations ponctuelles, mais ça pourrait être aussi des mutations qui sont plus sévères. Donc, des mutations plus graves dans des gènes. Donc, ça peut être des mutations, par exemple, avec des séquences répétées. Okay? Donc, un peu comme ce qu'il y avait dans le kit PV92 que vous avez fait en laboratoire. Ça peut être des mutations beaucoup plus sévères aussi, donc des mutations chromosomiques, des choses comme ça. Il y en a qu'on peut détecter en faisant une extraction d'ADN. Lorsqu'on veut identifier des infections, la biologie moléculaire est devenue avec le temps, puis continue de devenir vraiment une technique importante. Ça a beaucoup d'avantages d'y aller avec l'ADN. C'est extrêmement précis, c'est plus rapide. C'est sûr que c'est un petit peu plus dispendieux aussi que d'y aller avec des cultures bactériennes. Mais on a des informations très, très pertinentes avec ces tests-là et surtout, les risques d'erreur sont à peu près nuls. Alors, quand on veut faire une extraction d'ADN viral ou bactérien, le but, c'est de faire un type de test qu'on appelle un test de détection. Et ce qu'on veut détecter, c'est une infection. Alors, on va détecter ici de façon très précise, on va détecter vraiment là, l'espèce bactérienne, la souche bactérienne qui est responsable de l'infection. Donc, c'est extrêmement précis. Si on veut faire un traitement antibiotique, on va savoir exactement quel antibiotique va être efficace. Même chose avec les virus, on va détecter exactement le type et la souche du virus. Donc, même sur un même type de virus, si on prend par exemple l'influenza A, le virus de la grippe, il existe plusieurs souches. Donc, est-ce que c'est un H3N6? Est-ce que c'est un H1N1? Est-ce que c'est un H2N4? On est capable de le savoir aussi par l'ADN. Donc, c'est vraiment très, très précis. Donc, c'est les raisons pour lesquelles on les fait. Après ça, il y a plusieurs approches en biologie moléculaire, que ce soit pour le génotypage ou que ce soit pour la détection. On peut utiliser différentes techniques. Donc, ça peut être des techniques qu'on va voir ensemble. Alors, les techniques qui vont servir à faire ça, ça peut être le PCR, le qPCR. Ça peut être aussi du séquençage. On va en parler un petit peu. C'était pas prévu qu'on le voit en laboratoire parce que c'est assez dispendieux à faire, mais je vais vous en parler un petit peu dans les applications de biologie moléculaire. Ça peut être aussi des hybridations. C'est encore un petit peu utilisé dans les tests diagnostiques des hôpitaux. Ça, on va en parler ensemble. Donc, c'est grosso modo là, les grandes techniques qui vont être utilisées pour faire ça. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire des extractions d'ARN? Donc, l'ARN, c'est un petit peu différent. Chez l'humain, on va faire des extractions d'ARN pour mesurer. Okay, ça va vraiment être ça. Ce qu'on veut, c'est surtout mesurer. On peut aussi détecter. Ce qu'on cherche ici, c'est mesurer ou détecter l'expression d'un gène. Okay, donc, dans notre échantillon,
On va aller chercher l'ARN messager. Okay? Donc, l'ARN messager, il est présent seulement lorsqu'un gène est exprimé, c'est-à-dire lorsque la cellule a reçu un message pour fabriquer une protéine. Alors, c'est l'ARN messager de cette protéine-là qu'on va retrouver. Donc, c'est une molécule qui est présente, qui est présente de façon temporaire. Okay? Donc, c'est présent quand on exprime un gène pour fabriquer une protéine. Alors ça va nous informer sur la quantité et l'endroit où on fabrique des protéines. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça en médecine diagnostique dans un laboratoire d'analyse biomédicale? On a vu ensemble les causes des cancers. Alors, il y a des gènes dans les cancers qui sont surexprimés et il y a des gènes dans les cancers qui vont être sous-exprimés. Donc, c'est une technique de suivi ou de diagnostic pour les cancers, principalement. Okay? Donc, c'est surtout là, en diagnostic ou en suivi des patients qui ont des cancers. Ça peut être aussi d'autres types de maladies qui sont liées à des surexpressions, des sous-expressions génétiques. Donc, il y en existe quelques exemples. Bon, par exemple, si on a une anomalie chromosomique, oui, on peut le détecter avec un karyotype, avec un fiche en fluorescence, mais on peut aussi aller vérifier s'il y a trop d'expression de certains gènes qui vont créer en fait les symptômes de la maladie. Si on a une région qui est présente 3 fois dans le génome, plutôt que 2 fois comme c'est supposé à cause d'une anomalie chromosomique, donc on se retrouve avec une surexpression. Même chose si on a une petite région de chromosome qui est présente une seule fois et qui est absente sur la copie de l'autre parent, on va se retrouver avec une sous-expression génétique. Alors, ça peut permettre de faire des diagnostics comme ça aussi. Il y a des virus qui n'ont pas d'ADN. Ce sont ce qu'on appelle des virus à ARN. Okay? Donc ici, même chose que si on extrait l'ADN, c'est pour une détection d'infection virale. Okay? Donc, il y a des virus qu'on appelle des virus à ARN. Je vous donne des exemples de virus à ARN. Leur matériel génétique, ce n'est pas de l'ADN, mais c'est de l'ARN. C'est comme ça, les virus sont très diversifiés d'un point de vue génétique. Alors, le virus de la grippe, c'est un virus à ARN. Okay? Donc, ça, c'est le virus de l'influenza A. Le virus du VIH qui cause le sida est un virus à ARN et le virus qui cause la COVID-19, okay, le nom du virus, c'est le SARS-CoV-2. Okay, donc, c'est un virus à ARN aussi. Alors, pour faire la détection de ces virus-là, on va avoir besoin de chercher leur matériel génétique qui est de l'ARN. Alors, c'est des petites particularités. Il y a d'autres virus qui sont des virus à ADN, donc ça fonctionne bien avec une extraction ARN. Pour ce qui est du COVID-19, je vais vous envoyer prochainement là, une petite explication sur comment fonctionne le test diagnostic. C'est de la biologie moléculaire de A à Z. Pour l'instant, ce qui est utilisé, il y a aussi un test d'immunologie en sérologie qui s'en vient. Donc ça, vous allez peut-être avoir d'autres professeurs qui vont vous en parler, mais moi, je vais vous parler de ce que la biologie moléculaire permet de faire pour dépister ce virus-là. Donc, ça nous amène à la diapo suivante. Alors, pour cette diapo-ci, je vous invite à réfléchir un petit peu à partir de quel type d'échantillon est-ce qu'on peut faire une extraction d'ADN et d'ARN. Donc, quel genre d'échantillon on peut aller chercher chez un patient qui va nous permettre de faire une extraction de matériel génétique. Donc, je vous invite à prendre quelques instants, mettre la vidéo sur pause
Et puis, essayer de trouver le plus de types d'échantillons possibles dans lesquels on peut extraire nos acides nucléiques pour faire du diagnostic. Donc, prenez quelques temps pour faire ça. OK, alors j'espère que vous avez trouvé au moins quelques idées. Déjà, là, dans les expériences faites en laboratoire, vous avez travaillé avec du sang. Alors, bien sûr, on peut extraire l'ADN ou l'ARN du sang, qui est vraiment une technique de prélèvement là, qui est non invasif, qui est facile, qui est rapide. On a beaucoup d'informations dans le sang. L'ADN ou l'ARN va se retrouver principalement dans les globules blancs. Ce sont les seules cellules nucléées, donc les seules cellules qui ont un noyau, qui contiennent du matériel génétique dans le sang. Mais, je rajoute une petite nouveauté technologique. Depuis environ 2-3 ans, on est capable aussi dans le sérum, donc un sang qui n'a plus de cellules, on est capable aussi d'extraire l'ADN et d'avoir de l'information là-dedans. Entre autres, on est capable d'aller chercher des traces d'ADN fœtal chez les femmes enceintes pour faire un diagnostic de trisomie. Okay? Donc, c'est un test génétique. Plutôt que de faire une amniosynthèse, aller chercher des cellules dans les tissus membraneux du fœtus, ce qui est très invasif et ce qui est risqué comme procédure, on peut procéder maintenant tout simplement par une prise de sang de la mère à partir de seulement 10 semaines de grossesse. Et puis, on peut faire, grosso modo, à peu près n'importe quel test génétique de grosses anomalies chromosomiques, comme des monosomies, des trisomies, et puis certaines anomalies chromosomiques qui sont fréquentes. Donc, ça, c'est vraiment une nouveauté très performante. Et on a les outils technologiques qui permettent de le faire. Mais c'est assez spécialisé, c'est encore peu fréquent, on va mettre ça comme ça. Ici, là, on est vraiment, là, c'est vraiment beaucoup plus ça qui se fait avec les globules blancs. Donc, le sang, dans le fond, tous les liquides biologiques vont contenir un petit peu de cellules. Alors, les liquides biologiques, là, ça peut être les urines, ça peut être les selles, si on veut détecter des micro-organismes infectieux du système digestif. Ça peut être les expectorations. Okay? Donc, par exemple, on va aller chercher un écouvillon de nez, de gorge. Okay? Donc, très, très utilisé pour détecter des infections. Même chose dans les urines. Ça peut être des frottis, okay? Par exemple, des frottis de peau. Ça peut être, généralement, on va aller surtout au niveau des muqueuses. Okay? Des frottis de peau, par exemple, des frottis vaginaux pour aller détecter des infections comme le VPH ou pour aller détecter des infections bactériennes, des infections avec des mycètes, des choses comme ça, qui sont des infections à levure. Alors, on peut faire différents frottis au niveau des muqueuses. Il y a moyen là, d'aller chercher des liquides biologiques qui sont un peu plus difficiles d'accès. Okay? Donc, par exemple, le liquide amniotique. Chez les femmes enceintes, c'est le liquide qui entoure le bébé. On peut aller chercher du liquide céphalorachidien pour détecter la présence d'agents infectieux de la méningite. Okay, donc, à peu près tous les liquides biologiques vont pouvoir permettre de faire ça. En plus de ça, des fois, par exemple, si on veut faire un diagnostic pour un cancer, le cancer, ce n'est pas partout dans le corps, ça va être localisé dans un organe. Si on veut faire un bilan génétique de ce cancer-là, on peut aller chercher aussi des biopsies. Alors, les biopsies, c'est un petit morceau de tissu. Donc, un petit morceau d'organe
On essaie de le prendre le plus petit possible, mais on va aller découper un morceau d'un organe et puis aller chercher l'ADN ou l'ARN extrait de ça. Alors, ça peut être vraiment de n'importe quel organe, de n'importe quel tissu. Okay? Donc, fait que ça va être prélevé. Ça peut être vraiment n'importe où dans le corps. Évidemment, dépendamment de ce qu'on va le chercher, les conséquences pour le patient peuvent être plutôt mineures ou très sévères. Okay? Il y a des tissus faciles d'accès, il y en a d'autres qui sont très difficiles d'accès. Donc, c'est sur une biopsie de cerveau. On essaie d'éviter autant que possible d'avoir à faire ça, à moins que ce soit très, 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 très nécessaire. Tandis qu'une biopsie de peau, il n'y a vraiment rien là. OK, donc n'importe où chez le patient, n'importe où dans le corps. OK, donc dans le corps. Chose intéressante aussi, on peut extraire de l'ADN des traces laissées par les gens. Je vous donne un petit exemple qui est utilisé un peu plus en sciences judiciaires qu'en diagnostic. Donc, par exemple, on peut extraire l'ADN des cellules de bouche. Okay, donc, ça peut être un petit frottis de joue, mais ça peut être aussi une brosse à dents. Okay, si on n'a pas accès aux patients. Je donne un exemple pour l'identification de personnes. Okay, il y a eu un gros accident. Donc, par exemple, ils ont fait ça après la tragédie qu'il y a eu au lac Mégantic. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas reconnaissables après l'incident. Donc, il y a eu une explosion et puis un énorme feu dans cette ville-là. Donc, il y a eu beaucoup de corps retrouvés qu'on ne pouvait pas identifier. Alors, on a fait un match d'ADN avec les personnes disparues dont on a eu accès aux brosses à dents. Okay? Donc, ça permet l'identification de personnes par ADN. C'est utilisé aussi en sciences judiciaires pour matcher, là, par exemple, une victime ou un criminel ou des choses comme ça. Donc, tant qu'il y a des cellules, okay? Donc c'est mon abréviation pour cellule, le petit C avec une barre, tant qu'il y a des cellules, on peut extraire les acides nucléiques. Okay. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Je reviens en arrière, j'ai oublié un petit quelque chose. Okay. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire une extraction d'ADN? Donc, bien sûr, le génotypage, mais on peut s'en servir aussi pour faire de l'identification de personnes. Alors, ça se fait dans des laboratoires un petit peu plus spécialisés, mais ça pourrait être, par exemple, des tests de filiation. Okay? Donc, exemple, là, des tests de paternité. Est-ce que c'est vraiment le papa? Ou si la madame est allée faire des galipotes avec quelqu'un d'autre. Okay? Donc, des tests de paternité, ça peut être aussi en sciences judiciaires. Okay? Donc, identifier... ça peut être identifier là, des victimes, ça peut être identifier quelqu'un qui était présent sur la scène de crime. Okay? Donc, en sciences judiciaires, identifier des suspects, là, des choses comme ça. Okay? Donc, identifier des personnes, on peut faire ça aussi avec l'ADN. Oui, donc on va retourner ici. Alors, dans les différents types d'échantillons, aussi dans les liquides biologiques, on peut rajouter, par exemple, le sperme. Okay, ça serait un autre liquide biologique. Il y en a toute une panoplie, là. Donc, tant qu'il y a des cellules ou la présence d'ADN, on peut extraire. Il y a beaucoup de possibilités. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être vu un peu plus dans le cours de spécimen clinique. Mais avant de faire l'extraction d'ADN, ARN, quand on reçoit un échantillon, donc peu importe que ce soit une biopsie, une urine, un tube de sang, il faut porter attention à certaines choses, vérifier que l'échantillon y est adéquat. Okay? Donc, on va remplir le registre comme vous avez fait au laboratoire. Vous allez faire aussi encore avec David. Donc, on vérifie qu'il y a la double identification, toutes ces choses-là. On fait un petit contrôle de qualité. Donc, examen visuel,
voir est-ce que l'échantillon semble en bon état. J'attire votre attention sur certaines petites exceptions. Il y a des échantillons très difficiles à obtenir et très précieux qu'on ne peut pas rejeter. Par exemple, liquide céphalorachidien, moelle osseuse, liquide amniotique, que c'est trop difficile à aller chercher chez le patient pour qu'on se donne le luxe de recommencer. Peu importe la quantité qu'on a puis son état, on procède au test parce que c'est trop invasif pour le patient. Mais sinon, si c'est une prise de sang, bien, si l'échantillon est trop vieux, a été mal conservé ou encore a l'air d'être dans un état complètement dégradé, on va redemander un test de sang pour être sûr qu'on ne travaille pas pour rien. Donc, j'ai prévu un petit exercice avec vous à partir de la base de données des analyses biomédicales du CHUM, qui est vraiment un excellent site, mais ce site-là, comme il est souvent mis à jour, il est en travail actuellement. Donc, ça m'arrive presque à chaque année. Okay? Donc, présentement, j'ai ce message-là d'erreur-là qui dit qu'il est temporairement en service. Le site est mis à jour, probablement avec les nouveaux tests de COVID-19 qui sortent et d'autres tests aussi qui sortent sur le marché. Fait qu'on va revenir ensemble là-dessus quand le site va être mis à jour. Okay? Donc, c'est vraiment une référence extraordinaire. On va prendre le temps de le regarder ensemble quand on va y avoir accès. Donc, on revient là-dessus un petit peu plus tard. Donc, les registres, c'est très important de les tenir pour la traçabilité. Okay? Donc, c'est très, très, très important d'avoir ça. Être capable de savoir quand est-ce que le prélèvement a été fait, quand est-ce que l'extraction d'ADN a été faite et quand est-ce que le test génétique a été fait, qui le fait, avec quel protocole, dans quel laboratoire, etc. Okay? Donc, pour pouvoir redonner des données fiables et scientifiquement valables aux médecins et éventuellement aux patients. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on conserve l'ADN, ARN, c'est quoi nos délais, dans le fond, pour faire l'extraction. Okay? Donc, on a besoin de respecter là, les délais en vérifiant la date et l'heure du prélèvement, puis en indiquant la date et l'heure de l'extraction. Okay? Donc, c'est très important quand on reçoit un échantillon, on va avoir 2 étapes. Okay? Donc, on va avoir l'extraction et ensuite, on va avoir le test diagnostique à partir de cette extraction-là. Okay? Donc, juste aller chercher de l'ADN, l'ARN, ça ne nous donne aucune information. Il faut vraiment ensuite faire une technique de biologie moléculaire pour avoir une information valide. Donc, une PCR, une hybridation, un qPCR, un test de séquençage. Okay? Donc, c'est ça notre test diagnostique. Alors, ça se fait en 2 étapes et ce n'est pas les mêmes délais. Okay? Donc, vous allez voir, ça doit se faire relativement rapidement. On va voir dans quelques instants les délais. Mais ensuite de ça, on va conserver notre ADN et notre ARN jusqu'à ce qu'on puisse faire le test diagnostique. Donc ça, les délais peuvent être courts ou longs ou très longs, dépendamment c'est quoi. Okay? Donc, sur les fiches que je veux vous montrer là, sur le site Internet, ça dépend des tests. Mais parfois, okay, c'est long avant de pouvoir faire le test et d'avoir les résultats. Donc, on peut parler de plusieurs jours, des fois, on peut même parler de plusieurs mois. Les tests en génétique, de génotypage, ce ne sont pas considérés comme des tests urgents. Dans le sens où, pour le médecin, d'avoir le test génétique, ça va confirmer son diagnostic. Ça va lui permettre de savoir quelle est vraiment la cause des symptômes. Mais que le patient, il le sache aujourd'hui ou dans 3 mois, si c'est son génotype, c'est son génotype. Là. Il est né comme ça, puis il va être pogné avec jusqu'à la fin de sa vie. Donc, qu'il sache cette semaine ou dans 2 mois, ça ne change pas grand-chose. C'est juste une validation du diagnostic. Donc, c'est ça. C'est pas considéré comme des urgences médicales et surtout comme c'est un peu rare et que ça coûte cher. Dans les laboratoires, on va attendre d'avoir peut-être minimum là, 6 à 10 patients
avant de faire un test. On ne fait pas un test par patient parce qu'il y a des contrôles, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Les contrôles sont en quantité limitée aussi et coûtent très cher. Donc, on essaie d'attendre d'en avoir un petit paquet. Puis quand on en a suffisamment, là, on fait le test diagnostique pour tous ces patients-là en même temps, puis on leur achemine les résultats. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors, voilà pour ça. Donc, les délais de traitement, souvent, sont assez longs pour les tests génétiques, mais si c'est une détection d'infection, là, on ne veut pas attendre. Ça, le but de le faire en génétique, le but de le faire avec des techniques de biologie moléculaire, c'est que c'est très rapide. Okay? Donc, ça, c'est très, très, très rapide. On veut le faire le plus vite possible. Donc, des fois même, ça va être indiqué STAT sur la requête. Okay? On veut pas attendre. Si quelqu'un a l'influenza A ou si quelqu'un a une infection qui peut mettre sa vie en danger à court terme ou lui causer des problèmes de santé à court terme, on veut le savoir tout de suite. On veut savoir c'est quoi la bactérie, c'est quoi le virus, c'est quoi le pathogène qui l'infecte pour le traiter immédiatement de la bonne façon. Donc, les délais vont être beaucoup plus courts pour une détection d'infection. Donc, ça va dépendre vraiment de ce qu'on fait. Alors, on va prendre un petit exemple à partir du sang, c'est vraiment ce qui est le plus courant comme échantillon pour faire l'extraction d'ADN-ARN, et c'est celle que vous avez fait aussi au lab. Donc, c'est très important, on va travailler avec un tube lavande, donc un tube EDTA. C'est possible aussi de travailler avec des tubes héparine, mais généralement, c'est le tube lavande qui est demandé pour faire ces extractions-là. Donc, il va falloir aller chercher les globules blancs. Okay? C'est là que se trouve l'ADN. Ça peut fonctionner, mais généralement, on évite de congeler le sang. Okay? Donc, si on congèle le sang, qu'est-ce qui arrive? C'est que nos globules blancs éclatent à cause des cristaux de glace. Alors, l'ADN se retrouve en contact avec tout le reste du contenu cellulaire, avec le sérum, et avec des enzymes de dégradation comme des DNase. Même chose avec notre ARN, ça c'est très, 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 très important. Le sang doit être frais. Là, il ne faut pas congeler. Okay? L'ARN, c'est beaucoup moins stable que l'ADN, c'est plus fragile comme molécule. Alors ça, il faut vraiment que le sang soit frais pour l'extraction d'ARN. Okay? Donc, ça, c'est crucial. Si le sang a été congelé et qu'on veut extraire l'ADN, on diminue notre qualité, on diminue notre rendement. Donc, c'est vraiment pas l'idéal. C'est préférable de travailler avec un sang qui n'a pas été congelé. Et idéalement, s'il est centrifugé, ça augmente sa durée de vie pour l'échantillon. Okay? Donc, on peut transporter un échantillon de sang à température pièce pour l'ADN. Okay, donc, généralement, c'est fait assez rapidement, l'extraction de l'ADN. Les délais sont plutôt courts. Donc, température ambiante pendant 24 heures, il n'y a aucun problème. Si on veut faire l'extraction un petit peu plus tard ou se donner du jus, on place tout simplement au réfrigérateur à 4 degrés Celsius. Donc, à 4 degrés Celsius, on peut le garder quand même quelques jours, puis il va être encore très bon. C'est une molécule stable, l'ADN. Si par contre, on a reçu un échantillon pour l'extraction d'ARN, okay? Donc l'ARN, c'est plus fragile. C'est une molécule qui est temporaire, c'est une molécule qui est faite pour se dégrader. Okay? Donc, ça se dégrade facilement. Alors, il faut être plus rapide, plus prudent. Quand on travaille avec de l'ARN, plus minutieux pour être sûr d'avoir une bonne qualité d'ARN. Donc ici, forcément, on part dans le frigo. On veut donner le plus de chances possible que ça se garde, puis un maximum de 72 heures. Okay? Donc après ça, on va considérer que l'ARN est de moins bonne qualité. Ça paraît aussi quand on fait des évaluations de qualité. Donc, dès que possible, pour l'ARN, c'est aussi simple que ça. Vous aviez fait en laboratoire, en spécimen clinique et en biologie moléculaire, une Buffy coat.
Donc, la Buffy Coat, c'est dans le fond une technique pour aller augmenter notre récupération de cellules. Alors, dans nos étapes d'extraction d'ADN et d'ARN, la première étape, c'est d'obtenir l'échantillon. Okay? Donc, ici, je l'ai appelé récupérer l'échantillon, là, okay? Mais ça peut être obtenir. Okay? Obtenir l'échantillon. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par obtenir l'échantillon? C'est d'aller récupérer les cellules qui contiennent notre ADN. Donc, ici, je donne l'exemple avec le sang, qui est une technique de Buffy Coat, mais en laboratoire, pour des protocoles qui étaient prévus, c'est que vous alliez chercher, par exemple, les cellules de la bouche. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour récupérer les cellules de la bouche? C'est très, très simple. Soit qu'on prend un frottis puis qu'on brasse notre écouvillon dans un liquide. Ensuite de ça, on centrifuge le liquide. On enlève le surnageant et les cellules sont concentrées dans le fond. Et puis ensuite de ça, on met nos cellules dans un tout petit volume qui va nous servir à faire l'étape suivante, qui est la lyse cellulaire. Okay? On peut aussi tout simplement déposer de la salive dans un tube. Donc, cracher une petite quantité de salive dans un tube. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis, même chose, on va centrifuger, enlever la salive pour garder les cellules. Même chose dans l'urine, par exemple. Si vous avez un échantillon d'urine, ça peut être un volume quand même assez important, une vingtaine, 25 millilitres, que vous allez utiliser pour centrifuger. On enlève le gros du pipi. Ce qui nous intéresse, ce sont les cellules bactériennes ou les petits globules blancs qu'il peut y avoir, aussi les cellules humaines qu'il peut y avoir dans l'urine. Elles ne sont pas nombreuses, ces cellules-là, mais en quantité suffisante pour faire de la détection en biologie moléculaire. Donc, souvent, on ne voit pas vraiment à l'œil nu les cellules qu'il y a dans le fond. C'est correct, c'est normal, mais il faut faire confiance, sont là. Et puis, c'est avec ces cellules concentrées-là qu'on va faire l'extraction. Donc, la Buffy Coat, vous avez vu, là, si on fait une centrifugation d'un tube de sang 1 ml, c'est pas gros la ligne ici, là, la petite ligne blanche dans laquelle on va retrouver nos globules blancs. C'est très subtil. On essaye d'aller récupérer ça ici. C'est sûr, on va prendre un peu de globules rouges, c'est sûr qu'on va prendre un petit peu de plasma, puis c'est correct. Okay? Donc, l'idée, c'est juste de concentrer, augmenter la concentration des globules blancs parce que c'est ici que se retrouve l'ADN et l'ARN dans les cellules nucléées qui sont les globules blancs. Donc, là-dedans, on ne retrouvera pas rien. Là-dedans, on ne retrouvera pas rien non plus de ce qui nous intéresse. Ça peut fonctionner, même si on ne fait pas de Buffy Coat, mais on va avoir une meilleure qualité et un meilleur rendement si on concentre en allant chercher que les globules blancs. Donc, c'est ça l'idée d'obtenir l'échantillon. Deuxième étape, la lyse cellulaire. Alors, très important, quand on fait la lyse cellulaire, les cellules animales, les cellules humaines, même les cellules bactériennes ou les virus vont éclater, vont être brisés. À l'intérieur des cellules humaines, on retrouve des compartiments très acides. Dans certaines rares cellules, on peut retrouver des compartiments très basiques aussi. Donc, ça va changer le pH et le pH peut affecter notre ADN et notre ARN. Donc, on travaille toujours dans un tampon. À quoi sert le tampon? C'est pour minimiser les variations de pH. On veut rester à pH neutre. C'est très important, le tampon. Si on le faisait juste dans de l'eau, par exemple, ou avec nos différents produits de lyse, nos différentes enzymes, on se retrouverait avec un pH beaucoup trop acide dans la majorité des cellules et ça dénaturerait notre ADN et ARN. Donc, le tampon, c'est bien important. Donc, c'est grosso modo, là, c'est présent dans toutes les kits, dans toutes les solutions déjà prêtes commercialement de lyse cellulaire. En analyse biomédicale, je ne pense pas que vous ayez à utiliser des solutions maison. Peut-être que ça s'est déjà fait, mais ça ne se fait plus vraiment maintenant. Donc, le tampon, il est déjà dans notre produit de lyse cellulaire. C'est constitué d'un acide faible et d'une base faible. Et donc, il est mélangé avec le reste. Ensuite de ça, la plupart du temps, on va avoir des agents chimiques. Alors, il y en existe plusieurs. Ces agents chimiques-là ont pour but d'ouvrir la cellule. Donc, si on travaille avec des cellules humaines, c'est bien simple, on met un peu de savon, un détergent tout simplement dedans. Les membranes cellulaires sont composées de lipides,
Dans le savon, les lipides se défont, la cellule s'ouvre. C'est pas plus compliqué que ça. Si on travaille avec des bactéries, on va utiliser un agent chimique un peu différent, des enzymes. Je vous le montre sur les prochaines diapos. Des fois, on va avoir une action mécanique. Ça peut être tout simplement de vortexer ou d'utiliser un petit pilon pour écraser. Si on travaille avec une biopsie, l'action mécanique, mais ça va être carrément un petit broyeur pour les tissus. Ça s'appelle un polytron. Okay? Donc, on met notre petite biopsie dans un liquide de lyse cellulaire. Et puis, c'est comme un mini blender. Donc, on rentre le petit polytron dans le tube et puis ça nous déchiquette tout ça pour ouvrir nos cellules, une action mécanique. Il y a des kits aussi. Il y en a un que je voulais vous faire utiliser qui s'appelle Instagene. C'est des petites billes de silice. Alors, on met les petites billes, on vortexe et puis ça casse les cellules tout simplement par action mécanique. Les billes jouent un autre rôle aussi qui est de purifier. Donc, c'est une espèce de kit très performant, très rapide. Donc, il y a beaucoup de kits là, qui sont extrêmement performants et extrêmement rapides pour extraire les acides nucléiques. Ensuite de ça, comme dans la cellule, il y a des DNase, il y a des RNase qui sont présentes dans des compartiments autres que le noyau, forcément. Okay? Mais dans le noyau, l'ADN est protégé, mais si on met l'ADN ailleurs, il va être dégradé parce qu'il n'y a pas d'affaire là. Quand on ouvre la cellule, bien, tous les compartiments sont mélangés. Alors, on va utiliser des inhibiteurs de protéines, comme le DTA, par exemple. Okay? Ce n'est pas pour rien qu'on traîne dans les tubes lavande. Ça va empêcher les enzymes de dégrader l'ADN ou de dégrader l'ARN. Et on peut utiliser des agents réducteurs. Le mercaptoéthanol, bêta-mercaptoéthanol, ça en a un exemple dans les protocoles. Moi, je l'ai fait remplacer par le DTT, qui est moins toxique. Donc, peu importe l'agent réducteur, le but de l'agent réducteur, c'est d'empêcher l'oxydation. Okay? Donc, quand l'ADN ou l'ARN est oxydé, l'oxydation. Donc, quand l'ADN ou l'ARN est oxydé, ça va le dégrader. Okay? Donc, c'est pour... Ici, là, le but là, de ça, c'est ne pas dégrader nos composantes. Donc, la lyse cellulaire, il existe tout ça. Là. Le but, là, c'est d'aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur des cellules ADN et l'ARN. Si c'est des cellules humaines, on va y aller dans un liquide de préservation. Souvent aussi, les petits écouvillons qu'on prend, là, si on fait un frottis de nez, un frottis de gorge, un frottis vaginal, on va déposer ça dans un liquide de préservation qui va servir ensuite à faire, obtenir notre échantillon, puis qui est compatible avec les solutions de lyse. Donc, si on a un tissu solide, on va briser mécaniquement avec le petit blender, puis on va utiliser une enzyme, okay, le trisol. C'est une enzyme pour séparer les cellules les unes des autres. Ça détache les cellules les unes des autres dans les tissus. Okay? Donc, ça va défaire beaucoup le tissu conjonctif, ce genre de choses-là. Si on a des cellules bactériennes, des mycètes, donc champignons, levures ou des virus, bien, on va utiliser les techniques adaptées. Donc, on prend le bon kit pour la bonne extraction. Ça, c'est bien important. Okay? On ne peut pas utiliser un kit pour faire tout. Ça ne marchera pas. Chaque protocole va avoir son kit d'extraction qui est optimisé pour ce test-là. Je disais que chez les bactéries, il y a une petite particularité. Les bactéries sont entourées, en plus de la membrane cellulaire, ils ont une membrane cellulaire comme les cellules animales, mais par-dessus ça, ils ont ce qu'on appelle la paroi bactérienne. Et la paroi bactérienne contient une molécule qui n'existe que chez les bactéries, le peptidoglycane. C'est ça qui compose la paroi cellulaire. C'est assez rigide. Et puis, si on fait juste mettre un petit savon, comme avec les cellules animales, on ne sera pas capable d'ouvrir la cellule. Il faut aussi dégrader la paroi bactérienne pour ouvrir nos bactéries, aller chercher leur ADN et identifier l'espèce ou la souche en biologie moléculaire. Donc, on se sert du produit suivant. C'est une enzyme, le lysozyme. Vous en avez peut-être parlé, vous allez peut-être en reparler. Le lysozyme, c'est produit naturellement par le corps humain parce que c'est un excellent antibactérien. Qu'est-ce que ça fait, le lysozyme? Ça dégrade le peptidoglycane. Okay. Donc,
On l'achète commercialement, le lysozyme concentré. On met ça dans notre tampon de lyse et on anéantit les parois bactériennes. Avec notre détergent, on ouvre la membrane et voilà, on a notre ADN bactérien. Donc, chez les bactéries, l'ADN se retrouve là, directement dans le cytoplasme. Il n'y a pas de noyau, il n'y a pas d'organette. Donc, on a juste à ouvrir ce qu'on appelle la paroi, okay? C'est cell wall en anglais, la paroi. On a juste à la dégrader. La membrane cellulaire, on la dégrade et voilà, notre ADN se retrouve maintenant disponible pour nos autres techniques. Donc, généralement, là, on retrouve là, un seul chromosome circulaire. Chez les bactéries, un chromosome. Donc, des fois, il y a un petit plasmide aussi. Là. Le petit plasmide aussi, c'est de l'ADN. Mais ça, vous allez revoir ça plus dans les cours de micro, ces détails-là. Chez les virus, ce qui est important à comprendre pour notre cours, c'est qu'il existe deux types de virus. Les virus à ADN, donc on va extraire l'ADN, et les virus à ARN, chez qui on va extraire l'ARN. C'est pas plus compliqué que ça. C'est juste deux façons de faire qui fonctionnent aussi bien l'un que l'autre chez les virus. Donc, je vous montre rapidement là, à quoi ça ressemble un virus. Okay? Donc, il y a des virus qui ont ce qu'on appelle une enveloppe, des virus enveloppés. Ce ne sont pas tous les virus qui ont une enveloppe, mais ceux qui en ont une, c'est qu'en quittant la cellule, elles vont voler un petit peu de membrane cellulaire. Donc, c'est une enveloppe de lipides. Okay? Donc, ce n'est pas une membrane, parce qu'un virus, ce n'est pas une cellule, mais c'est tout comme. Okay? Donc, ça, c'est des lipides, des phospholipides, okay? Comme ce qu'on a dans les membranes cellulaires. En fait, ils l'ont volé d'une cellule, carrément. Donc, ça, juste un savon, ça les détruit, okay? Un détergent. Ensuite de ça, la partie qu'on voit ici là, en vert, c'est une enveloppe de protéines. On appelle ça la capside. C'est une coquille de protéines. Et à l'intérieur, on retrouve le génome, qui est soit de l'ADN, soit de l'ARN. Alors, ce n'est pas plus compliqué que ça, les virus. Donc, une fois qu'on a fait notre lyse cellulaire, l'ADN ou l'ARN se retrouve en solution. Et là, ce qu'il nous reste à faire, c'est la purification. Il y a plein de façons différentes de purifier. Généralement, nous, au laboratoire, vous avez utilisé des petites spin columns. Okay? Donc, des petites colonnes. Vous vous souvenez, c'est tout petit. Hein? C'est le petit disque blanc qu'on avait à la base des colonnes. Okay? Donc, on avait notre petite colonne comme ça. Et puis ici, on avait un petit disque blanc. C'est ça, la colonne. Alors, c'est des colonnes de chromatographie. C'est très important de déposer le liquide au centre et sans toucher au petit disque. Okay? Donc, la colonne de chromatographie va permettre de séparer les composantes. Généralement, la façon dont elle fonctionne, c'est qu'elle va... c'est des chromatographies à colonne d'affinité. Alors, l'ADN va se lier. Okay? Donc, généralement, ça va lier l'ADN ou l'ARN. Et puis, on met des solutions de nettoyage qui vont juste flusher tout le reste. Et ensuite de ça, on utilise un produit d'élution de l'eau, biologie moléculaire, par exemple, okay? Donc, qui va nous permettre de libérer l'ADN et l'ARN, puis on le récupérer comme ça, quand même assez pur. Suffisamment pur pour être capable de travailler avec. Okay? Donc, c'est un peu comme ça que fonctionnent les colonnes à chromatographie. On en retrouve dans beaucoup de kits. C'est performant, c'est efficace, c'est rapide. Une autre chose qu'on peut utiliser, c'est des billes. Okay? Donc, des billes de silice. Donc, on va mélanger et vortexer. Ça va casser les cellules. Et ensuite de ça, on centrifuge. Les billes sont poreuses, il y a plein de petits trous à l'intérieur et vont retenir les contaminants. Ils n'ont aucune affinité pour l'ADN et l'ARN. Okay? Donc, l'exemple, c'est le kit Instagene. Vous allez en reparler, vous allez voir ça dans les protocoles que David va vous donner. C'est tellement simple. On met la matrice dans notre
dans notre petite solution qui contient nos cellules. On vortex, on centrifuge et on a terminé. L'ADN, OK, donc à ce moment-là, si on utilise ça, l'ADN ou l'ARN, donc on travaille surtout avec l'ADN, va se retrouver dans le surnageant. Okay. Et le culot, ou dans nos protocoles, on va appeler ça pellet, okay, qui est en anglais, pellet en anglais. Dans le culot, on va retrouver les billes qui ont capturé les contaminants. Donc ça, c'est des technologies qui sont assez récentes, très rapides et très performantes. Okay. Ensuite de ça, une autre chose qu'on peut faire aussi, si on veut vraiment, là, il y a certaines techniques qui vont être un peu plus exigeantes, si on veut vraiment avoir quelque chose de très, très pur, parce que c'est sûr, avec Instagene, il va rester un peu de contaminant. Avec la chromatographie, généralement, non, presque pas. Mais on peut aussi utiliser des enzymes de digestion pour détruire les contaminants. Okay? Donc, c'est une autre technique. On prend notre lisa cellulaire et puis on dégrade les molécules qu'on ne veut pas. Ce qu'on veut dégrader principalement, c'est les protéines. Alors, vous vous souvenez, les enzymes, comment ça fonctionne? Ça finit par le suffixe ase. Alors, ça, c'est une enzyme. Protéinase. Okay? Donc, une des plus utilisées sur le marché, c'est la protéinase K. Qu'est-ce que ça fait? C'est une enzyme qui dégrade les protéines. Okay? C'est ce qu'on veut surtout éliminer. Si jamais je veux avoir de l'ARN pur, okay? Ça se peut, de l'ARN pur, je vais utiliser une DNase. Donc, ça dégrade, c'est une enzyme qui dégrade l'ADN. Si je veux de l'ADN pur, je veux éliminer l'ARN. Alors, je vais utiliser une RNase. Ça dégrade l'ARN. Okay? Généralement, là, on ne se donne pas ce trouble-là. Okay? S'il reste un petit peu d'ADN dans notre ARN, ça marche. S'il reste un petit peu d'ARN dans notre ADN, ça marche. Puis ce ne sera pas grave. Okay? Donc, généralement, on n'utilise pas ça. Ça, c'est beaucoup plus utilisé. Beaucoup plus. Okay? Parce que les protéines, il y en a qui sont des enzymes, DNase et RNase. Ça, on ne veut pas qu'il y en ait. Okay? Donc, si on veut de l'ADN, on ne veut pas qu'il y ait de DNase parce que ça va détruire notre ADN. Si on veut de l'ARN, on ne veut pas qu'il y ait de RNase parce que ça va détruire notre ARN. Okay? Donc, ce sont des types de protéines dont on veut se débarrasser. Puis, on peut les ajouter après au besoin, juste une des deux, la DNase ou la RNase, si on veut vraiment, vraiment juste un type d'acide nucléique. Mais généralement, là, ça, c'est pas beaucoup utilisé. Okay? C'est souvent pas nécessaire. Donc, une fois qu'on a terminé de purifier, il reste à concentrer. Si on a utilisé une petite colonne à chromatographie, ça ici, là, les petites spin columns, okay? Si on a utilisé ça, c'est bien facile. Concentrer l'ADN, c'est tout simplement d'utiliser notre éluant. Plus on met de volume, plus on va récupérer d'ADN en quantité. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est la concentration. Okay? Donc, si on veut une grande concentration, si on veut une concentration élevée, est-ce qu'on met beaucoup ou pas beaucoup d'éluants? On ne met pas beaucoup d'éluants. Okay? Donc, moins de volume, ça va être plus concentré. Et généralement, on veut une concentration élevée.
Ça ne nous en prend pas beaucoup pour faire notre test. 1 microlitre, pour beaucoup de tests, c'est amplement suffisant si l'ADN est assez concentré. C'est pas beaucoup, 1 microlitre. Puis c'est suffisant pour avoir le résultat de notre patient. Okay? Il existe une autre technique pour concentrer l'ADN ou l'ARN, qui est une précipitation à l'éthanol. Ça va probablement être très rare. Vous allez avoir besoin d'utiliser ça. Mais si jamais vous avez un ADN qui est trop dilué, qui n'est pas assez concentré, vous pouvez faire une précipitation à l'éthanol. Attention, par exemple, ici, ça entraîne une perte de rendement importante. À la quantité totale d'ADN qu'on va avoir, on en perd quand on fait ça. Mais on augmente la concentration. Donc, généralement, là, c'est ça ici qui va être le plus utilisé. Okay? Parce que c'est tellement efficace. Donc, je vous montre ici à quoi ça ressemble quand on travaille dans le milieu. Là, c'est sûr, dans notre laboratoire, je vous montre les techniques. Okay? Fait qu'on utilise juste un échantillon, une extraction, et puis un tube. Mais quand on est sur le marché du travail, on n'utilise pas juste un tube à la fois, on n'a pas juste un patient à la fois, on les fait en grande quantité. Donc, ce que vous voyez ici là, sur la photo, c'est la même chose qu'on a utilisé en laboratoire, une petite spin column, mais au lieu d'être à l'unité, c'est en plaques. C'est des plaques de 96 échantillons. Okay? Donc, vous avez ici là, un peu comment ça fonctionne avec le kit nucléospin sur l'image de droite. Donc, au lieu d'avoir les petites poubelles, là, les petits, juste les petites capless tubes, okay? Donc les tubes sans bouchon qu'on utilisait pour récupérer là, les produits de nettoyage et tout ça, bien, ça se fait dans des plaques. Alors, ça se fait centrifuger aussi. On en a d'ailleurs au cégep, des centrifugeuses pour centrifuger des plaques. Okay? Donc, on peut faire 96 patients à la fois. Beaucoup plus gros volume, ça va très, très bien. C'est essentiel d'avoir un bon design de plaque pour savoir quel patient est dans quel trou. Ça, c'est le plus important. On ne veut pas perdre notre patient. On ne peut pas aller écrire sur ces petites colonnes-là la double identification des patients. Okay? Donc, pour avoir notre identification, on a un design de plaque qui est très important à respecter à la lettre. Okay? Donc, il est essentiel ici, il faut qu'il soit ça coche, il faut qu'il soit très, très, très précis, et puis qu'on s'assure de le respecter à la lettre. Puis une fois qu'on a terminé la dernière étape, ici, bien, on a notre ADN ou notre ARN. Okay, donc, une fois qu'on a récupéré nos acides nucléiques, pour les conserver, ça se conserve assez longtemps. L'ADN, on peut le conserver tout simplement au congélateur. Ça se garde au moins 6 mois. Ça peut se garder un peu plus longtemps que ça, mais c'est peut-être mieux d'aller à moins 80 à ce moment-là. Pour les tests diagnostiques, là, 6 mois, on devrait avoir fini notre diagnostic. Là. Ça devrait être en masse. L'ARN, c'est un peu moins stable. Ça peut se garder aussi, mais beaucoup plus froid, à moins 80 degrés Celsius. Donc ça, c'est dans des ultra-congélateurs. Okay? On essaye d'attendre le moins longtemps possible avant de l'utiliser pour garder son intégrité. Mais dans les deux cas, ça peut se conserver relativement à long terme une fois qu'il est extrait. Donc, je vais m'arrêter ici pour la première partie. La prochaine partie va porter plus sur les contrôles de qualité de l'ADN, l'ARN, et puis des petits calculs là, pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc, ce sera dans une autre vidéo qui est l'extraction d'ADN et d'ARN, partie 2. Donc, ça complète notre partie 1.